Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo complémentaire à la rubrique sur les classes en WPF. Débutons par un exemple. Il est important de savoir que l'infrastructure du XAML offre une librairie de contrôle qui supporte le développement d'interfaces utilisateurs pour Windows. En XAML, les contrôles, qui sont le sujet de notre chapitre 2, sont hérités de system.windows.controls.control. Voici la hiérarchie d'héritage complète de ces éléments. Comme vous pouvez le voir, system.windows.controls.control hérite de framework element qui lui-même hérite de UI element qui hérite de media.visual qui lui-même hérite de dependency object qui lui-même hérite de threading dispatcher object lui-même héritant de system.object. Cette introduction vous donne une première idée des notions de classe et d'héritage en WPF. L'infrastructure WPF offre la possibilité de créer les éléments UI visibles à l'aide de balises en XAML et de séparer la définition UI en utilisant des fichiers de code behind qui sont ensuite joints au script XAML à l'aide de définitions partielles de classes. Voici quelques règles qui conditionnent les classes partielles. Premièrement, une classe partielle doit dériver du type qui soutient l'élément racine. Deuxièmement, les gestionnaires d'événements écrits dans le code behind doivent être des méthodes d'instance et non statiques. Ces méthodes doivent être définies par la classe partielle dans le namespace CLR identifié dans le XAML par x2.class et ne peuvent être appelées que dans le scope de la classe en question. Notez qu'en WPF, le compilateur du markup crée pour chaque fichier XAML compilé une classe partielle dérivant d'une classe du type de l'élément racine. Lorsque l'on fournit du code behind définissant la même classe partielle, le code résultant est combiné dans les mêmes namespaces et classes de l'application compilée. Venons-en aux classes personnalisées. En effet, il est possible de définir une classe ou une structure personnalisée dans n'importe quel CLR, puis d'y accéder à l'aide du balisage XAML. Pour être instancié comme élément objet, votre classe doit répondre aux conditions suivantes. Premièrement, votre classe doit être publique et prendre en charge un constructeur public sans paramètres. Deuxièmement, votre classe ne peut pas être imbriquée. En effet, les classes imbriquées et le point dans leur syntaxe générale d'utilisation en CLR interfèrent avec d'autres fonctionnalités XML et ou XAML. Essayons maintenant de mettre tout ceci en pratique en créant un objet en WPF à l'aide du C# et du XAML. Commençons avec une nouvelle application WPF lancée dans Visual Studio. Créons tout d'abord un projet application WPF suivant, qu'on appellera WPF Application 1. Voilà, on ne change rien. Donc comme vous pouvez le voir, il y a deux fichiers qui apparaissent ici qui ont été générés automatiquement. Le premier, vous pouvez voir du coup l'interface visuelle. Et en dessous, vous avez votre code XAML qui pour l'instant est très basique. Et voici votre fichier de code behind en C#. Donc le premier s'appelle mainwindow.xaml, celui-ci pareil, sauf qu'il a une extension .cs à la fin. La première chose qu'on va faire, c'est déclarer une nouvelle classe. Donc ça c'est la première étape. Ensuite, il faut trouver un moyen d'accéder, si vous voulez, à cette classe. Donc on vient de créer myClass depuis notre code XAML qui est juste ici. Alors comme vous pouvez le voir ici, xClass désigne du coup notre namespace WPF application1.mainWindow, donc c'est ce dont il s'agit ici. Et ici on voit une ligne qui est xmlns2.local qui ensuite désigne un CLR namespace qui est WPF application1. Donc ça, on va s'en servir justement, donc on va se servir tout particulièrement du local pour justement pouvoir travailler dans le namespace que vous voyez ici, WPF application 1. Donc le local est juste là, on va pouvoir s'en servir plus tard. L'étape suivante, du coup, ça va être de remplacer le grid, ici, par un autre champ, du coup, par le nouveau champ myClass, qu'on va du coup appeler grâce à le local. Parce qu'en fait, on est obligé d'enlever le grid, puisqu'il est impossible d'imbriquer une classe générale dans un grid qui, elle, a besoin d'une classe affichable. Donc, il est possible que là, vous voyez, vous rencontriez des erreurs.
Donc ils disent qu'il n'existe pas dans l'espace du nom CLR. Ce que vous avez juste à faire pour que l'erreur disparaisse, il vous suffit de run. Donc voilà, on peut voir que notre objet existe, notre nouvel objet, et qu'on n'a plus d'erreur. Généralement, les composants WPF sont nommés à l'aide de la propriété name, mais il existe un mécanisme plus direct pour les classes personnalisées. On peut utiliser les propriétés offertes par le namespace XAML X, donc le X que vous voyez juste ici. L'attribut XName est employé pour attribuer le nom utilisé par XAML pour créer l'instance XName égale myObject1. Donc c'est précisément ce qu'on va faire. XName égale myObject1. Donc là, on vient de créer notre objet. Donc, si on veut, on peut tout simplement lancer le programme en mettant juste après le initialize component un breakpoint. Et ensuite run l'application à nouveau, tout simplement pour vérifier, pour s'assurer et surtout pour observer que dans this, si on cherche, on voit bien myObject1 qui a été instancié juste ici. Donc voilà, on peut arrêter de run, on va enlever notre breakpoint. Ensuite, comme avec les objets WPF en XAML, on peut attribuer des propriétés à des objets personnalisés. Donc retournons dans notre fichier CS, on y est déjà, et ajoutons une propriété triviale de type nombre entier dans myClass qu'on nommera myProperty pour rester dans la simplicité. Voilà, donc on vient de créer notre propriété. Et ce qu'on va faire du coup, on va espérer pouvoir, alors je vous assure qu'on peut le faire directement pour l'instant, vu que c'est une propriété int, on va pouvoir aller l'initialiser ici, donc en la cherchant dans local, et pareil, myProperty, voilà, qui existe juste ici, on va tout simplement l'initialiser à 20. Donc, même chose qu'avant, vous pouvez voir ici qu'on a une erreur, en fait, tout simplement, donc, qui est liée à myProperty qu'on vient de déclarer d'instancier. Donc, on a le même problème, en fait, que juste avant, avec myClass. Donc, il suffit de run. Voilà, donc toujours la même chose. Aucun changement, pas de problème. On n'a plus d'erreur. Et donc, on a une première propriété. Maintenant, il arrive qu'on rencontre certains problèmes, si vous voulez, avec les convertisseurs de type, avec les propriétés. Donc un problème peut subvenir lorsque l'on souhaite initialiser une propriété qui prend un type de référence, tel que les types classe, délégué, tableau ou interface, par exemple. Il faut donc écrire sa propre classe dérivée typeConverter qui fournira une conversion de type pour ce type de propriété. Donc on va créer une deuxième classe qu'on va appeler myDataClass. La classe myDataClass, du coup, on va la créer juste en dessous. Donc voilà, et ensuite on va tout simplement rajouter dans notre première classe myDataClass, et pareil que tout à l'heure, on va déclarer une nouvelle propriété, donc cette fois-ci on va appeler myClassProperty pour changer le nom et pour que ça reste explicite, donc il va fonctionner exactement comme les autres. Return myDataClass, et ensuite set value égale qu'est-ce que j'ai fait? Tant pour moi. myDataClass égale value, et j'ai peur d'avoir fait la même erreur un peu plus bas. Ouais. Hop. Voilà. Donc ça règle tous les problèmes. Donc si on essaye d'instancier myClassProperty directement ici, ça ne fonctionnera pas. Justement, si on run, on aura des erreurs de build. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est qu'il va falloir créer du coup un type converter. Donc la première chose qu'on va faire, c'est se séparer de cette ligne avant de pouvoir se permettre de l'écrire. Ce qu'on va faire, c'est ajouter une ligne au-dessus de notre myDataClass. Donc avant tout, on tape cette ligne. myClassType converter. Alors évidemment pour vous tout ça n'a pas encore beaucoup de sens. Tout simplement pour l'instant on met cette ligne et on va continuer pas à pas. On va en fait créer du coup un convertisseur de type personnalisé.
Et donc ça, c'est la première étape, on le met juste au-dessus de MyDataClass. Et ensuite, en fait, il va falloir créer ce converteur, du coup, ce convertisseur, MyClassTypeConverter. On va ajouter, du coup, en première ligne de notre programme, ici, dans la liste des using, le using system.componentModel, ce qui va du coup nous permettre d'avoir un type converter qui est reconnu. Et ensuite, cette classe, il va tout simplement falloir la créer. Donc la première étape, public class. Donc elle s'appelle MyDataClass type converter. Donc, autant pour moi. Ici, il s'appelle MyDataClass type converter. Qui, elle, doit hériter de type converter. Et on va d'abord créer première override booléen can convert from type descriptor context qu'on appellera t. Et ensuite, on va mettre une condition type of string. Le convertisseur de type doit hériter de type converter et implémente tout d'abord can convert from qui renvoie true ou false si le convertisseur de type parvient ou non à effectuer la conversion demandée. Donc en l'occurrence en string, donc on vérifie que c'est un string. La classe L pour l'instant n'est pas encore entièrement finie puisque c'est la seconde méthode qu'on va écrire juste là qui fait en réalité la conversion. Convert from, au lieu de rajouter un using, on va... Voilà, il faut rajouter ça pour que culture info soit exploitable. Et à droite, nous avons val. On crée une variable temporaire, autant pour moi, de type MyDataClass. Cette fois-ci, on peut attribuer une valeur, une conversion de string en int32 pour du coup myProperty. On peut maintenant aller instancier myClassProperty, donc qui est une propriété de myClass, donc évidemment qui est liée à MyDataClass juste en dessous, donc à la propriété 2 de MyDataClass, à myProperty2. On peut ici l'instancier, donc comme tout à l'heure en faisant appel à local, myClassProperty. Et alors que tout à l'heure ça n'aurait pas fonctionné, on aurait eu des erreurs si on avait voulu run. Là, on peut run, tout va bien fonctionner. Aucune erreur, et on va faire comme tout à l'heure pour s'assurer que notre code a bien fonctionné et que notre objet et notre classe, tout a été bien instancié. Donc on va faire précisément comme tout à l'heure en mettant un breakpoint juste après initializeComponent. On lance le programme. On va fouiller dans this. On pourrait trouver myObject1 en cherchant ici. Voici myObject1. Donc, plus en détail contenant myClassProperty. Vous devriez désormais être capable de créer une classe personnalisée, de l'importer dans votre code XAML et de l'utiliser. Vous saurez également compléter votre classe en lui attribuant des propriétés. Enfin, vous devriez être en mesure d'implémenter des convertisseurs de type, au début simples et peut-être plus complexes en fonction de votre progression.